franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Autant n'emporte l'histoire, une des plus célèbres énigmes de l'histoire maritime. Elle date du 19e siècle et n'a à ce jour jamais été élucidée. Le mystère de la Mare Céleste. Le 4 décembre 1872, dans l'océan Atlantique, à 600 milles au large du Portugal, le Dei Gracia, un bateau de commerce américain, navigue en route pour l'Europe. John Johnson, le timonier, tient la barre ce matin-là, lorsqu'il est soudain intrigué par une silhouette à l'horizon, surgie de nulle part. À 10h du matin, déclara le capitaine, j'aperçus une voile dans le nord-est, vers 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. En approchant, je reconnus un brick goélette, faisant une route oscillante. Il ne répondit pas à mon appel. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je regardai avec mes jumelles et fus surpris de voir qu'il n'y avait personne à bord. Pourquoi l'équipage a-t-il déserté le navire ? Mutinerie, choléra, malédiction ? C'est ainsi qu'en 1872, le Mare Céleste est entré dans la légende noire des mers, celle des vaisseaux fantômes, ces bateaux condamnés pour l'éternité à errer sur les mers. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Nathalie Meyer-Sablé. Bonsoir. Vous êtes ethnologue spécialisée dans le monde de la mer et des marins. Les vaisseaux fantômes tiennent une place de choix dans les histoires de marins. Qu'est-ce qu'on appelle exactement un vaisseau fantôme ? Alors, il y a des différences entre les vaisseaux fantômes, effectivement, qui existent vraiment, des épaves dérivantes, qui sont connus sous le nom de derelict. Derelict, c'est un mot anglais ? Oui. Et il y a les vaisseaux fantômes de légende, qui sont effectivement généralement des équipages maudits, condamnés à errer sur les mers pour l'éternité. Mais alors dans l'histoire vraie, il y a vraiment eu des bateaux comme ça qui se sont perdus dans les mers et qu'on a retrouvés avec personne à bord ? Tout à fait. Les chiffres donnés par les commissions parlementaires d'enquête sur les naufrages donnent par exemple entre 1870 et 1900 900 épaves dérivantes en Atlantique Nord. Les bateaux, en fait, sont généralement encore en bois à cette époque-là et ils ne coulent pas ou coulent difficilement et continuent effectivement à dériver, quelquefois de très longues années. Mais comment se fait-il que l'équipage, que tous les passagers aient disparu dans ces bateaux ? Alors, en général, les avaries en mer sont dues entre 45 et 60% au mauvais temps, 20% aux négligences humaines, 9% aux défauts d'équipement et le reste, causes diverses, vous évoquiez les maladies. Et il arrive effectivement que l'équipage soit obligé de s'installer sur les chaloupes de secours et quitter le navire qui, lui, par contre, continue sa trajectoire et son errance. Le Mare Céleste, est ce qu'on appelle un brick goélette. Qu'est-ce que c'est comme bateau exactement ? C'est un bateau à voile, ça c'est très important de le dire. Oui, tout à fait, parce que à cette époque-là, il faut bien souligner que on commence à naviguer sur des bateaux qui sont en fer, avec de la vapeur, mais en 1870, 84% du tonnage est encore transporté par des bateaux en bois et à voile. Le Mare Céleste bat pavillon américain, mais l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes se passe en Angleterre, dans le quartier de la City. Enfin, c'est comme ça que l'histoire va commencer. Donc, la City, le quartier où siègent les plus grandes compagnies d'assurance maritime. Oui. Et l'Angleterre, au 19e siècle, c'est la grande puissance maritime mondiale. Oui, c'est la grande puissance maritime mondiale, et depuis le 18e siècle déjà. En 1850, la flotte britannique représente encore 60% de la flotte mondiale. Le port de Londres est le premier port du monde. On dit que c'est l'entrepôt de l'Europe.
La Marie-Céleste a bel et bien existé et ses passagers bel et bien disparus, mais c'est à travers les yeux d'un personnage imaginaire, un certain Basil Huntley, que je vais vous raconter cette histoire. Un jeune homme sérieux qui va soudain être confronté à son passé, un passé personnel, et bousculé dans sa tranquillité. Nathalie Meyer-Sablé, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Le mystère de la Marie-Céleste, un texte original de Stéphane Michaka, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Juliette Eman. Avez-vous, monsieur, l'intention de me suivre dans chaque ruelle du West End? Je vous prie de m'excuser, il m'a semblé reconnaître en vous... Oui, il vous a semblé. Une amie d'enfance, peut-être? Votre futur fiancé, peut-être. Mais la vie vous a éloigné et... Eh bien, vous ne dites rien? Dans la catégorie des suiveurs, j'ai connu plus inspiré. Je regrette de vous avoir importuné. Vous partez déjà? Oui, je m'en voudrais. J'attends un fiacre pour Brompton Road. Vous allez chez Harrods, je suppose? Au salon de coiffure, oui. J'en sortirai vers 10h et si par hasard vous rôdiez dans les parages, sachez Je que... ne vous importune pas plus longtemps. Mes hommages, mademoiselle. Comment s'appelait-elle? Pardon? Cette amie dont la vie vous a éloigné. Vous avez eu ce clignement d'yeux quand je l'ai évoqué. Un clignement que n'ont pas les suiveurs. Elle s'appelait Elsie McKentrick. Dommage. Je suis Dorothy Abbott, de Kensington Road. Mes hommages, mademoiselle Abbott. Me voilà en retard maintenant. Les banques de Lombard Street ouvrent leurs guichets. Tant pis pour Miss Abbott. Elle appartient peut-être à la bonne société, mais elle n'est pas Elsie. Même si j'ai cru un instant. 32 ans et toujours célibataire. Il est temps que j'arrête de chercher Elsie dans chaque silhouette de femme. Le problème avec les amours d'enfance, c'est qu'ils grandissent avec nous et deviennent nos mélancolies d'adultes. Plus très loin de mon bureau. Voici la plaque commémorative de Lloyd's Coffee House. C'est ici qu'est né il y a 2 siècles le marché des assurances maritimes. Autant dire, c'est ici qu'est né l'Empire britannique. Et moi, Basil Huntley, je suis un soldat de l'Empire. Contribuant à sa manière à la grandeur de la couronne. Même avec 15 minutes de retard. Je serais plus ponctuel si je ne voyais pas Elsie à chaque coin de rue. Londres, 1882. Le fringant jeune homme qui gravit les marches d'une respectable compagnie au cœur de la City est en effet un soldat de l'Empire, mais un soldat d'un genre particulier, enquêteur dans les assurances maritimes. Depuis le début du 19e siècle, la vapeur, les chemins de fer, l'électricité ne cessent de réduire les distances. Sucre, coton, tabac, les marchandises voyagent de plus en plus loin et de plus en plus vite. Le marché des assurances, né en 1688 dans l'arrière-salle d'un café, permet de mutualiser les risques. Si la traversée des mers reste périlleuse, grâce aux primes d'assurance, elle n'est plus cause de ruine. C'est dans ce contexte que va ressurgir le mystère de la Marie-Céleste. Ce matin d'octobre 1882, Basil Huntley va être confronté à l'énigme maritime la plus obsédante du XIXe siècle. De quoi raviver bien des fantômes. En entrant dans son bureau aux boiseries richement ornées, Basil fait sursauter un jeune homme dont les yeux se perdent sur un planisphère parsemé de taches roses. Basil Huntley. La couleur des territoires britanniques. Mon nom est... Finch, je sais. Bienvenue à l'Atlantic Mutual. Merci. Je vous voyais admirer ce planisphère. Il ne donne qu'une faible idée de l'avenir. Bientôt, si les choses vont bon train, les territoires de l'Empire recouvriront le quart des terres émergées. Je n'en doute pas, monsieur Huntley. Je suppose que si vous avez choisi de travailler dans une compagnie comme l'Atlantic Mutual, c'est que vous aimez la mer, sans pour autant avoir le pied marin. Disons que j'ai le pied portuaire. Dès que j'ai un moment, je m'échappe de la City et je vais flâner vers les docks. Vous aimez la faune des ports?
C'est ce qu'on peut lire dans votre lettre de recommandation. Le jeune Finch se passionne pour les récits et témoignages de marins et capitaines au long cours. Il se montrera, j'en suis sûr, un collaborateur précieux pour démasquer toutes sortes d'escroqueries à l'assurance. Par où dois-je commencer? Collaborateur précieux, c'est bien dit. Tenez, voici le courrier que je n'ai pas eu le temps de décacheter. Comment? Vous voulez que je... Qui peut le plus, peut le moins, Finch. Je préfère vous avertir d'emblée. Les mystères maritimes ne sont pas notre lot quotidien. Acheminer une marchandise à bon port et la rembourser en cas de perte ou de dommage, voilà qui nous occupe bien assez. On ne peut pas toujours rêver d'aventure. Je comprends, monsieur Huntley. J'ai peut-être été un peu sec avec ce jeune Finch. Mon premier jour dans la City, mes yeux brillaient comme les siens. Bon, il s'y fera lui aussi. Mieux vaut lui enlever tout de suite le goût de l'aventure. Tandis que Basil Huntley se plonge dans son courrier, un étrange personnage remonte Lombard Street. Il a débarqué quelques heures auparavant dans le port de Londres. Sa peau tannée par le soleil, les pendentifs à son cou, sa canne sculptée de divinités qui fleurbont les mers du Sud, tout cela lui donne l'allure d'un corsaire sorti de l'île au trésor, le roman de Stevenson. Mais que vient faire un vieux loup de mer dans les bureaux d'une respectable compagnie d'assurance? C'est bien l'Atlantic Mutual ici? Le siège londonien, oui. Alors je suis arrivé à bon port. Mais 2 étages trop haut. Si vous voulez souscrire une police d'assurance... Qui vous parle de souscrire? J'ai mal lu ou c'est Bureau des enquêtes qui est écrit sur votre porte? En effet. Je suis Basil Huntley, et voici mon assistant James Finch. How do you do? Trêve de mondanité. Je suis un homme de peu de mots. Nous sommes tout oui. Marie Céleste. Mais encore. C'est tout. Marie Céleste. Vous voulez parler du bateau? Ce brick goélette retrouvé en mer sans son équipage. C'est bien cela. Et on se demande encore 10 ans après ce que sont devenus ses passagers. Mais cette histoire ne nous concerne plus depuis belle lurette. Peut-être avez-vous mieux qu'un nom de bateau pour m'intéresser à... Si vous voulez en savoir plus, connaître la clé de l'énigme, vous mettrez 1000 livres sterling sur la table. Rien que ça. Qu'est-ce que 1000 livres pour les gentlemen de la City? Vous assurez des steamers pour des sommes bien plus importantes. On vous a mal renseigné. Monsieur H. Mortimer H. 1000 livres sterling, monsieur H, est une somme que je n'échangerai pas contre 2 prénoms. Fussent-ils aussi charmants que Marie et Céleste? Le nom du bateau ne vous suffit pas. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose. Une bouteille vide. Des coquillages y sont encore incrustés. Comme vous pouvez voir, cette bouteille ne contient rien de liquide. On dirait un vieux parchemin. Des notes manuscrites. 9 feuillets enroulés sur eux-mêmes et glissés dans le goulot. Une bouteille à la mer. Voilà qui est romanesque. Libre à vous d'y croire. Ou de la rejeter dans l'océan. Croire en quoi, monsieur H? La 11e passagère de la Marie Céleste, parbleu. Comment? La goélette n'en comptait que 10 si mes souvenirs sont exacts. Finch est au courant de cette histoire? Un bon point, monsieur Finch. 10 passagers, oui. Plus une clandestine. Disparue, elle aussi, je suppose. J'ignore ce qu'elle est devenue, mais son témoignage est dans cette bouteille. Le parchemin... Vous l'avez lu? Évidemment. Il révèle tout ce qui est arrivé sur la Marie Céleste. Et pour 1000 livres sterling, vous en aurez la primeur. Peut-on connaître le nom de cette passagère clandestine? Le parchemin est signé Elsie. Elsie. Je vous en ai assez dit. Permettez que je reprenne la bouteille. Je loge dans une taverne du port, le Harbour Inn. J'y serai jusqu'à l'aube. Et au-delà? Où peut-on vous trouver? Au-delà, une brise, une voile et le silence de la mer. Vous seriez prêt, monsieur Huntley, à débourser 1000 livres pour savoir ce qui s'est passé sur la Marie Céleste? Bien plus que ça, Finch. Bien plus que ça. Cela vous surprend?
Non. Vous savez que les mystères de la mer me passionnent. Alors je vous propose de descendre avec moi aux archives. Toutes affaires cessantes. On aurait peine à trouver mystère maritime plus captivant que celui de la Marie Céleste. Tout avait commencé le 4 décembre 1872 au large des Açores. Les marins de la Dei Gracia, un bateau de commerce, aperçoivent ce jour-là une goélette qui semble abandonnée à elle-même. Ce voilier à 2 mâts qui roule et tangue sur la ligne d'horizon n'est autre que la Marie Céleste. Elle a quitté le port de New York un mois auparavant avec 10 passagers à son bord, à destination de Gênes, en Italie. Les hommes de la Dei Gracia s'approchent du voilier et l'accostent. Après une fouille méticuleuse, leurs soupçons sont confirmés. Il n'y a pas âme qui vive à bord de la goélette. Le canot de sauvetage a disparu, mais, chose étrange, la coque est intacte, la cargaison, des barils d'alcool, solidement arrimés dans la cale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser les passagers de la Marie Céleste à quitter le navire? Acte criminel ou phénomène naturel? De New York à Londres, la presse s'empare de l'affaire et les explications divergent. Près d'une décennie plus tard, au moment où Basil Huntley se penche sur la Marie Céleste, personne encore n'est venu à bout de l'énigme. Rien. Vous voulez dire que 10 ans après, on ne sait rien? Rien de plus que ce qu'on savait en 1872. Une goélette américaine est retrouvée au large du Portugal sans aucun passager à bord. Un cas très rare d'équipage envolé, comme par magie. Volatilisé dans l'air impalpable. Si Basil Huntley en sait long sur la Marie Céleste, c'est que la compagnie d'assurance qu'il emploie est celle qui a versé en 1873 la prime de sauvetage au capitaine de la Dei Gracia. Une prime accordée par le tribunal de Gibraltar qui a mené l'enquête sur l'épave de la Marie Céleste et en a tiré des conclusions bien peu concluantes. Prenez ce mouchoir, Finch. Oh, merci, le mien fera l'affaire. Dans les archives poussiéreuses de la compagnie, nos enquêteurs rouvrent le dossier. Une pile épaisse d'actes d'interrogatoire et de rapports d'enquête vieux de 10 ans. Tout en les parcourant, Basil ne peut s'empêcher de songer à Elsie McKentrick, la jeune femme qu'il a perdue de vue de nombreuses années auparavant. 1872. Elsie avait 20 ans. Sa dernière lettre, postée depuis New York, remontait à plus loin encore, 1865. L'année de son départ de Liverpool et de notre séparation. L'année où mon cœur s'est arrêté de battre. Les parents d'Elsie n'aimaient pas nous voir ensemble. Son père était trop heureux de l'arracher à un garçon sans fortune, sans dot à lui offrir. S'est-elle mariée depuis ? C'est peut-être cela qui explique son silence. Mes lettres restaient sans réponse, marquées du tampon inconnu à cette adresse. J'ai toujours voulu croire qu'Elsie viendrait me retrouver à Londres. Pourquoi pas en passagère clandestine, pour fuir la volonté d'un père tyrannique? Pourquoi pas à bord d'une goélette voguant vers l'Europe? Mieux vaut ne pas en parler à Finch. Il me prendrait pour un... Qui se cache derrière ce S? Celui brodé sur mon mouchoir? S pour Spotty, c'est mon surnom. Mon bon Finch, nonobstant vos taches de rousseur, vous méritez mieux qu'un sobriquet de jeune chien. Oh, ce surnom n'a rien à voir avec mes taches de rousseur. Oui. Ah, à quoi bon éplucher cette paperasse? Voilà des heures que nous sommes ici et pas trouvé la moindre trace d'une passagère clandestine. Il y avait 2 femmes à bord. De quoi rendre nerveux tout l'équipage. Ne dit-on pas femme à bord d'un navire? Vous parlez de l'épouse du capitaine? Et de leur fille de 2 ans. Sophia Matilda Briggs. Mais les marins ne sont plus superstitieux de nos jours. Il faut plus qu'une femme et un bébé pour leur faire perdre leurs nerfs. Une femme, un bébé et un mélodion. Un mélodion? Vous n'avez jamais entendu la musique que fait un mélodion? C'est un étrange petit piano. Il imite les instruments à vent, clarinette, flûte, basson. Et où diable avez-vous entendu un mélodion, Finch? Dans les pubs de Poplar, là où j'ai grandi. Vous avez grandi dans l'East End? Avec la...
La populace, oui, monsieur Huntley. Finch vient des quartiers pauvres et n'en garde pas une once d'accent. Ce gamin ne cesse de m'étonner. Un mélodion, monsieur Finch, retient plus votre attention que les 1700 barils d'alcool retrouvés dans la cale de la Marie-Céleste. Pourquoi pas? Le diable se cache dans les détails. Le diable, mon cher Finch, se cache moins souvent dans un piano que dans un baril d'alcool. Sauf que cet alcool n'était pas fait pour être bu. C'était de l'éthanol destiné à un marchand de vin basé à Gênes. Ainsi, l'alcool de la Marie-Céleste n'était pas consommable. Pas même par le plus assoiffé des matelots. Bien. Écartons la boisson des causes probables du naufrage. En revanche, Oui, monsieur Finch? les passagers ont peut-être pris peur. On a constaté que 2 barils étaient perforés comme par une explosion accidentelle. L'éthanol a dû chauffer dans la cale et provoquer une déflagration. Je commence à comprendre pourquoi on vous appelle Spotty. Rien ne vous échappe. Ravi de pouvoir aider. Monsieur. Épluchant les archives comme s'ils se trouvaient à bord, nos 2 enquêteurs passent le navire au peigne fin, en quête du moindre indice pouvant expliquer pourquoi les 7 membres d'équipage, le capitaine Briggs et son épouse, ont abandonné la Marie-Céleste. En plus du mélodion et des barils d'alcool, il y avait une malle remplie de vêtements, une machine à coudre et des lettres appartenant au capitaine Briggs. Quant au livre de bord, c'est dans la cabine du second qu'on l'a retrouvé. La dernière inscription date du 25 novembre 1872. Soit 9 jours avant la découverte du navire. Nous naviguons par beau temps à 6000 au nord-est de Santa Maria des Açores. Rien à signaler. Aucune mention d'une tempête, ni d'une collision avec un récif. Lorsque le bateau a été découvert, la cale était inondée, mais il n'y avait aucun trou dans la coque. C'est par les écoutilles que l'eau s'est infiltrée. Autrement dit, la Marie-Céleste n'était pas en danger de sombrer. Nous devons chercher ailleurs la cause de l'abandon du navire. N'a-t-on pas retrouvé un sabre dans la cabine du capitaine? Si. Lorsqu'on a tiré l'épée de son fourreau, la lame semblait frotter de sang. Du sang? Oui. Des traces suspectes ont été relevées sur le pont. Lisez ceci, Finch. Des traces de sang sur le sabre du capitaine et sur le pont à hauteur du mât de misaine. Cela n'a pas échappé au procureur Soliflade, le magistrat chargé de l'enquête. Selon lui, le pont de la Marie-Céleste aurait été le théâtre de violences. Vous voulez dire une mutinerie? C'est l'hypothèse de Soliflade. Une révolte de l'équipage aurait conduit à l'abandon du navire. Vous pensez que c'est plausible? Et vous, Finch? Une mutinerie peut expliquer l'entaille laissée sur la rambarde tribord. Un coup de hache, sans doute. Mais quid de la hache? Elle n'a pas été retrouvée. Les marins l'auront prise avec eux sur le canot. Non, la piste du sang n'est pas concluante. D'après l'expert du tribunal, ce n'était que de la rouille. Que devons-nous faire d'une pareille conclusion? Si vous voulez mon avis, Spotty, la mer a emporté son secret. Seul le témoignage retrouvé par ce vieux loup de mer permettrait de savoir. Spotty? Oui, seul le parchemin rédigé par Elsie. Excusez-moi, Finch, je vous ai appelé par votre surnom. Oh, ne vous excusez pas. Alors, appelez-moi Basile. Comme vous voudrez. Pardonnez mon indiscrétion, Basile, mais cette femme que vous faites rechercher activement... Qui vous a parlé de ça? Le courrier que vous m'avez demandé d'ouvrir ce matin. J'ai vu que vous receviez de nos succursales dans plusieurs villes des États-Unis des comptes rendus d'enquête sur une femme du nom d'Elsie McKentrick. N'habite pas à l'adresse indiquée. Introuvable. Inconnue au bataillon. Est-il possible qu'elle soit montée à bord de la Marie-Céleste? J'ai vu votre expression lorsque le vieux loup de mer a dit que la clandestine se prénommait Elsie. Vous étiez comme foudroyé. Puis-je compter sur votre discrétion? Vous pouvez compter sur mon aide. Vraiment? Oui. Je veux espérer avec vous que la passagère clandestine de la Marie-Céleste se nomme Elsie McKentrick et qu'elle est encore en vie. Elsie était âgée de 13 ans. Basil Huntley et James Spotty Finch ne sont ni les premiers ni les derniers à vouloir éclaircir le mystère de la Marie-Céleste. Au fil des ans, l'énigme préoccupe de plus en plus d'esprits, et non des moindres. En 1884, c'est un ancien médecin de la marine, du nom d'Arthur Conan Doyle, qui, avant de donner naissance à Sherlock Holmes, imagine le témoignage d'un cuistot qui se trouvait à bord de la Marie-Céleste. Ce récit, forgé de toutes pièces, paraît si convaincant
qu'il incite les gouvernements anglais et américains à diligenter une enquête. Tout au long du XXe siècle, la disparition des passagers de la Marie Céleste inspire de nombreux ouvrages, du roman de gare au documentaire le plus fouillé. Il faut dire qu'avec son mélodion entêtant, ses vapeurs d'alcool et ses douteuses traces de sang, la Marie Céleste demeure une source inépuisable de mystères. Mais revenons en 1882, dans les bureaux de la compagnie d'assurance où travaille Basil Huntley. Non, non et non. Vous entendez, Basil? C'est non. Je dirais même plus un non catégorique. Après être remonté des archives de l'Atlantic Mutual, voici Basil au 3e étage de l'immeuble de Lombard Street. Là, dans le bureau des honorables Septimus et Randolph Bathurst, on s'intéresse peu au mystère de la mer, à moins qu'il ne rapporte des espèces sonnantes et trébuchantes. Dans ce temple du négoce qu'est la City, le commerce maritime est une affaire sérieuse. Les histoires de navires fantômes n'ont plus guère leur place. Quelle histoire de vaisseau fantôme? Cette goélette, vidée de ses occupants, est un conte à dormir debout. Une affaire bien obscure. Quelle est cette lubie de vouloir l'éclaircir? Une lubie à combien, dites-vous? 1000 livres sterling. 1000 livres sterling? Basile, avez-vous perdu la tête? Pour une histoire vieille de 10 ans, passée par pertes et profits? Et qui vous dit que ce Mortimer H n'est pas un imposteur? Un plaisantin. Envoyé par la concurrence, pour nous ridiculiser. Messieurs, je comprends votre réticence, et pour tout dire, je l'avais anticipé. Aussi, je me propose d'aller voir ce vieux loup de mer au Harbour Inn, l'auberge du port où il passe la nuit. La nuit? Dans le quartier des docks? Et de lui demander, contre une centaine de livres sterling, de pouvoir jeter un œil au manuscrit de cette mystérieuse passagère. Si son témoignage est un faux, ce qui m'apparaîtra à l'issue d'un examen rapide, je me garderai bien de débourser un penny pour l'acquérir. Mon cher Huntley. Basile. Mon cher et fougueux Huntley, la cargaison de la Marie Céleste était assurée pour un montant de 3400 $. Et la coque pour 10 000. Ces sommes ont été réparties entre 4 compagnies d'assurance. Dont la nôtre à hauteur d'un quart. Or, la Marie Céleste ayant été retrouvée intacte... Et sa cargaison finalement livrée à Gênes... Tout ce que nous avons dû payer est la prime de sauvetage. À hauteur d'un quart. Soit 425 livres sterling. C'est assez dépensé pour récupérer ce navire. Croyez-vous que 10 ans après, nous allons remuer ciel et terre pour acquérir le journal de bord d'une hypothétique passagère? Clandestine au surplus? Dont personne... Nous disons bien personne. ...n'a jamais fait mention au sujet de la Marie Céleste. Mais les passagers? Plaît-il? Les 7 membres d'équipage, le capitaine Briggs et son épouse, leur fille, Sophia. N'avez-vous pas envie de savoir ce qu'ils sont devenus? Le trafic maritime vous fait vivre, Basile. Il assure mieux que votre subsistance. Il paie le loyer de votre appartement de célibataire à Kensington. Oui. L'océan permet cela. Et assure le rayonnement de l'Empire aux 4 coins du globe. Alors respectez, Basile. Oui, mon bon Huntley, respectez le silence de la mer. Le silence de la mer. C'est peut-être ça que je demande à l'océan. Qu'il me rende le rire d'Elsie. Elsie McKentrick. La fille d'un riche armateur de Liverpool. Elle s'était prise d'amour pour moi, un fils d'épicier. Chaque vendredi, je l'emmenais voir les steamers qui entraient dans le port et elle me riait au nez en me disant qu'elle les connaissait tous. J'entends encore sa voix moqueuse. Sur les quais, au moment de partir avec son père pour les États-Unis, elle m'a fait promettre de réaliser quelque chose de grand. Quelque chose d'héroïque, comme une grande traversée. Je crois qu'elle me voyait un peu comme un aventurier. Dis-moi. Peut-être que si je n'arrive pas à oublier Elsie, c'est que quelque chose me taraude. J'ai quelque chose à te dire. Et si elle avait tenté la grande traversée pour me rejoindre? Une traversée périlleuse, au risque de sa vie. Tu m'écriras. Tandis que moi, je restais bien au chaud dans les bureaux de la City. Vas-y, vous êtes là? Ouvrez, c'est moi, Spotty. Spotty? Il est presque minuit. Que faites-vous ici à cette heure? Et vous?
J'ai vu votre fenêtre éclairée depuis la rue. Je songeais au manque d'héroïsme de la City. Qu'est-ce qui vous amène? Je reviens du Harbour Inn où j'en ai appris de belles. Vous avez fait parler le vieux corsaire? Non, il ronflait dans sa chambre. Mais j'ai questionné une douzaine de marins et dockers de tout poil, à croire que chacun s'est fait son idée sur la Marie Céleste. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que le naufrage du navire était couru d'avance. Vraiment? Ils ont ajouté que si ces hommes d'équipage n'avaient pas été shanghaillés, rien de tout cela ne serait arrivé. Shanghaillés? Oui, en relais de force à bord de la Marie La Céleste. pratique est courante dans les ports au XIXe siècle. Le shanghaillage est la hantise des matelots, considérés comme des citoyens de troisième classe. Pour assurer au navire un équipage complet, les armateurs ont recours au kidnapping, facilité par de nombreux complices. Le transport de thé entre San Francisco et Shanghai, destination redoutée des marins, donna son nom au shanghaillage. Les malheureux shanghaillés, se réveillant sur un navire en pleine mer, doivent travailler pour survivre. Les hommes de la Marie Céleste, comme nombre de matelots au XIXe siècle, ont-ils embarqué malgré eux? Voilà qui fait pencher la balance vers une mutinerie. Mais impossible d'en savoir plus. Les marins de la taverne ont embrayé sur leurs propres souvenirs. Ce maudit voilier ne livrera donc jamais ses secrets. Si j'avais 1000 livres sterling, je me précipiterais au Harbour Inn et j'achèterais le parchemin de ce vieux corsaire. Il y a peut-être un moyen moins coûteux. Que voulez-vous dire? Heureusement que Mortimer H est descendu sur un seul gosier. Heureusement que sa chambre n'est qu'au premier étage. Heureusement que vous êtes un poids-plume. Je n'aurais jamais pu vous hisser sur le toit. Vous y voyez quelque chose sous ce rayon de lune? Non. Mais j'ai glissé la main sous le sommier Et quoi? Un instant, je comptais. Aïe. Oh. Et vous comptez quoi? Les minutes avant que ce loup de mer nous surprenne en train de fouiller sa chambre? 9. Quoi donc? Vous vous souvenez? 9 feuillets, 9 feuillets enroulés sur eux-mêmes et glissés dans le goulot. Vous avez trouvé le parchemin sous le sommier. N'est-ce pas un peu facile? Vous demanderez ça aux rats qui m'ont mordu les doigts. Des pas dans le couloir. Ne vous attardez pas, Basile, montez sur le toit. Il est plus de minuit lorsque Basile et Finch quittent la taverne. Les vaisseaux amarrés le long des quais dressent leurs silhouettes fantomatiques. Dans le port flottent des odeurs de rhum, d'orange et de raisins secs. Dans ce dernier quart du XIXe siècle, les docks de Londres passent pour l'une des merveilles de la création. Les voyageurs y affluent de l'Europe entière pour admirer les reflets changeants sur les eaux, noires de charbon, blanches de farine, tachées de vin ou de tabac. Et pour Basile et Finch, loin des bureaux confinés de la City, c'est un décor propice aux confidences. Vous savez donc tout faire, monsieur Finch? Quand on grandit dans l'East End, on a l'habitude de grimper sur les toits. Mais vous, Basile, qui vous a appris ce sport-là? Un cœur en miettes, Spotty. Un cœur en miettes et une vie de célibataire endurci vous apprennent à vous esquiver au moment opportun. Vraiment? Oui. Dans mon expérience, un mari jaloux est plus à craindre qu'un corsaire édenté. Pour notre corsaire, je me ferai pas trop de soucis. À l'aube, ils auront repris la mer. Qui ça, il? Lui et sa gueule de bois. Il fait encore nuit noire lorsque dans son bureau de Lombard Street, Basile se penche sur le parchemin. Impatient d'apprendre ce que recèlent les notes de la passagère clandestine, il n'entend pas le souffle régulier de Finch qui s'est endormi dans un fauteuil. Plongé dans sa lecture, Basile croit maintenant entendre la voix d'une jeune femme. Des paroles angoissées que l'eau et le sel n'ont pas entièrement effacées.
30 novembre. Je suis seule sur le canot. La seule survivante. La seule rescapée de la Marie Céleste. Qui sait pour combien de temps? Le vent ne me pousse plus. Bientôt il va faire nuit, et si le canot n'atteint pas la côte du Portugal? Mais où est-elle? Je ne vois plus la ligne d'horizon. Le ciel se confond avec la mer et je suis cernée par un rideau de brume. Ma fin est proche. Je dois la regarder en face, comme le capitaine Briggs a regardé en face l'infâme Gutschad, ce marin qui lui a fendu le crâne avec son propre sabre. Mais il n'y a pas que Gutschad. Quiconque lira ces lignes doit savoir que les autres hommes d'équipage, Martins, Lorenzen et Gilling le second, se sont tous ligués contre le capitaine. Tout ça parce qu'il ne supportait plus les notes jouées par Sarah sur son mélodion. Quand des détonations ont retenti dans la cale, ce fut le signal de la mutinerie. Lorenzen a laissé entendre que la Marie Céleste était hantée. Les autres lui ont emboîté le pas. Ils ont mis un canot à la mer pour abandonner le navire. Quand Briggs s'y est opposé, pas un d'entre eux n'a empêché Gutschad de lui fendre le crâne. Horreur, horreur, les lâches l'ont laissé faire. Puis ils nous ont forcés, Sarah et moi, à monter sur le canot. 1 heure après, ils s'entretuaient en s'accusant mutuellement du meurtre de Briggs. Lorsque j'ai vu Gutschad tituber, il venait d'étrangler le second. J'ai surmonté mon dégoût, et d'un geste dont je ne me savais pas capable, je l'ai poussé hors du canot. Son corps a longtemps flotté sous nos yeux, telle une outre ensanglantée. J'ignorais, en le voyant couler, qu'il emportait la dernière gourde et notre seule chance de survie. Hier, Sarah et sa fille sont mortes de soif. Je suis la seule rescapée du navire. Il ne me reste plus assez d'encre pour signer mon témoignage. Mon Dieu, si je dois mourir, que ce ne soit pas en passagère anonyme. Laissez-moi le signer de mon nom. Elsie. Elsie. Basile, combien de temps ai-je dormi? Déjà le matin. Vous êtes resté à votre bureau, tout ce temps éveillé. Mais Basile, vos paupières sont rouges. C'était elle, la passagère clandestine. C'était Elsie McKentrick. Hélas, mon bon Finch, nous ne le saurons jamais. Elle n'a signé que de son prénom. Et l'énigme? Les notes révèlent-elles ce qui s'est passé sur la Marie Céleste? Des notes fragmentaires, rien de probant. Alors il ne reste que le silence de la mer. Non, Spotty. Il me reste à vous dire merci. Pourquoi? Pour m'avoir redonné le goût de l'aventure. Le mystère de la Marie Céleste de Stéphane Michaka avec Basil Huntley, Thibault Lacour, James Spotty Finch, Sylvain Levitte, Mortimer H, Hervé Furic, Septimus Bathurst, Claude Aufort, Randolph Bathurst, Olivier Claverie, Dorothée Abbott, Elsie McKentrick, Mélissa Barbeau.
Prise de son, montage et mixage, Emmanuel Armin et Manuel Couturier. Bruitage, Élodie Fiat. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Vous écoutez Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur la Marie Céleste, cette mystérieuse goélette, et sur les légendes de la mer avec mon invité Nathalie Meyer-Sablé. It's knowing that your door is always open and your paths are free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some line. That keeps you on the back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said 'cause I thought we fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still run in silence, tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I'm blind. Seasick Steve, Gentle Mind sur France Inter dans Autant en emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Jean-Baptiste Dibert, à la technique Antoine Gomez. Nathalie Meyer-Sablé, je le rappelle, vous êtes ethnologue, spécialiste du monde de la mer et des marins. Alors au milieu de toutes les hypothèses les plus farfelues qu'on a pu échafauder depuis plus d'un siècle sur la Marie Céleste, est-ce qu'on sait aujourd'hui la vérité sur ce qui s'est réellement passé, donc le 4 décembre 1872? Comment expliquer la disparition de tous ces passagers, de tout l'équipage? Alors effectivement, vous parliez d'explications farfelues et Dieu sait s'il y en a eu, du kraken, donc la pieuvre géante qui aurait mangé les membres d'équipage, aux extraterrestres, aux pirates, en passant par... je crois que le plus surprenant, c'est l'histoire qui consiste à dire qu'il y aurait eu une compétition de natation entre l'équipage, entre les hommes, oui, absolument, autour du bateau. Donc les femmes, évidemment, la femme du capitaine, évidemment, ne se serait pas compromis à nager au milieu des marins, donc on aurait construit pour elle une petite passerelle au-dessus du pont pour qu'elle puisse participer quand même et voir la course, et la passerelle se serait effondrée et elle serait tombée à l'eau aussi, donc il n'y aurait plus personne sur le bateau et donc tout le monde se serait noyé. Donc on a parlé aussi de la boisson, on a parlé d'une peur d'une explosion, on a parlé d'une mutinerie aussi. On a parlé d'une mutinerie, c'est extrêmement rare. Les cas de mutinerie avérés sont extrêmement rares. Bon, je pensais pas que c'était si rare. Ouais. On a quelques cas bien sûr, mais c'est surtout une histoire littéraire. C'est beaucoup plus simple qu'un outil tombe malencontreusement sur la tête du capitaine au moment où il passe sous le grenier par exemple. Mais des cas de mutinerie où le capitaine est tué ouvertement par un membre d'équipage, c'est extrêmement rare. Donc ce qui a pu se passer là, à votre avis, c'est quoi donc pour la Marie Céleste? Alors, lorsque Soliflode procède à l'enquête, lui, il est persuadé dans un premier temps qu'il s'agit d'une escroquerie à l'assurance, ce qui est difficilement imaginable puisque le capitaine Briggs est copropriétaire du bateau. Le deuxième propriétaire est Winchester, de la firme du même nom,
qui se déplacera de New York pour essayer de comprendre lui-même ce qui s'est passé. Donc, selon Winchester, ce qui s'est passé, c'est que en arrivant au vu des Açores, la température de l'air s'élève, les fûts d'alcool chauffent. Qui sont dans la cale. 1700 fûts d'alcool. De l'alcool qui n'est pas fait pour être bu. Voilà, de l'alcool brut qui est transporté à Gênes pour entrer dans la composition du vin. Mais il n'est pas buvable tel que. Donc l'idée de la mutinerie suite à une grande beuverie n'est pas envisageable. Non, oui, on l'exclut. Donc la température aurait monté. Absolument. Dans ces fûts d'alcool. Il y aurait eu échappement du gaz d'alcool. On a vu un bouchon défait d'un des fûts. Et puis, avec les mouvements du bateau, n'oublions pas que les fûts d'alcool sont en bois avec des cerclages de fer. Les mouvements de frottement auraient provoqué une explosion. Ce qui expliquerait que tous les passagers, tout l'équipage se soient enfuis, craignant une explosion générale du bateau ? Voilà, alors la thèse qui va dans ce sens-là est la suivante. Le capitaine Briggs a à son bord son épouse et sa toute petite fille, elle a 2 ans. Peut-être a-t-il réagi plus violemment que ce qu'il n'aurait fait s'il n'y avait pas eu ni sa femme ni sa fille. Peut-être un mouvement de panique. Et donc ils se seraient tous enfuis sur des voilà, canots de sauvetage. Sur les canots de sauvetage qu'on ne retrouve pas à bord. Voilà, et donc ils se seraient tous enfuis et ils seraient morts en mer. Absolument. Alors, ce qu'on découvre dans l'affaire de la Marie Céleste aussi, en filigrane, il me semble, ce sont les conditions de vie très dures des marins qui partent pendant des mois sur les mers, sur des bateaux pas toujours en bon état. Et puis, le shanghaillage, on en a entendu parler donc dans le récit, ce système assez terrifiant de recrutement des marins. Ils sont kidnappés quand ils sont ivres morts et quand ils se réveillent de leur cuite, eh bien, ils sont à bord d'un bateau et ils n'ont d'autre choix que d'obéir et de travailler, ou alors de se mutiner. Même aujourd'hui, les métiers de la mer, on le sait, sont des métiers dangereux. À l'époque de la marine à voile, l'espérance de vie d'un simple marin ne devait pas être bien longue. Non, effectivement, on payait souvent de sa vie le métier de marin. Pour en revenir au shanghaillage, il y a eu tout au long du 19e siècle, il y a eu des lois qui essayent de recadrer ça. Effectivement, ça se pratique dans tous les ports, plus particulièrement sur la côte ouest des États-Unis. Dans l'océan Pacifique, ouais. Voilà. Et il s'agit effectivement de saouler les marins et de leur faire signer leur engagement, et ils n'ont plus le choix. Alors, quelquefois, un marin qui arrive d'un long voyage fête son arrivée à terre et on le pousse à boire et il re-signe et il repart tout de suite. En général, on n'attend pas, on fait signer la veille du départ. Nathalie Meyer-Sablé, vous êtes spécialiste de la mer, je l'ai dit, mais vous êtes aussi spécialiste plus particulièrement des légendes et des mythes attachés à la mer et aux marins. Alors, comme vous venez de l'entendre, l'affaire de la Marie Céleste, qui date de 1872, n'en finit pas de susciter des évocations littéraires et même radiophoniques, comme cette histoire romanesque inventée par un autre auteur, Stéphane Michaka. Alors, comment se fait-il que la mer fasse autant travailler les imaginations depuis l'Antiquité, le voyage d'Ulysse jusqu'au film Titanic, en passant par le Hollandais volant de Wagner, ou les légendes bretonnes, ou ces histoires de bouteilles à la mer qu'on retrouve régulièrement et qu'on en parle dans la presse, on a retrouvé une bouteille à la mer. Comment se fait-il que la mer suscite autant de textes, d'histoires ? Alors, la Bibliothèque nationale a fait il y a quelques années une exposition qui s'appelait La mer entre terreur et fascination, et c'est effectivement tout à fait le cas. Il faut pas oublier, ça commence tôt, Platon dit « un marin n'est ni parmi les morts, ni parmi les vivants ». Ah, c'est-à-dire qu'il y a entre la vie et la mort, dans un monde à part. Il est dans un monde qui est simplement pas fait pour les hommes. C'est un monde qui est totalement à part, où effectivement on y va pour des raisons précises, de se nourrir, de commercer. On y va a priori pas du tout pour son plaisir. Il y a une phrase en Bretagne qui dit « qui navigue pour son plaisir irait en enfer pour passer le temps ». Oui, c'est vraiment contraint et forcé que la plupart des marins dans l'histoire de l'humanité sont allés en mer, voilà, parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. Voilà, on a besoin de se nourrir. Alors, au 19e siècle, il y a une réelle fascination, effectivement, pour la mer, pour les naufrages. Cette histoire-là a fait autant de bruit aussi parce que le 19e se passionne pour les tragédies maritimes. Il suffit de penser au succès incroyable du tableau de Géricault, par exemple, du radeau de la Méduse, qui date d'un peu avant, mais c'est vraiment, c'est un territoire du vide, sur lequel on n'a pas d'emprise.
Et c'est ça qui est fascinant. Il y a l'histoire aussi des vaisseaux fantômes, la légende du Hollandais volant, par exemple. Vous pouvez nous rappeler cette légende? Oui, donc c'est à l'époque de la Compagnie des Indes, donc 17e, on fait du commerce avec les contrées lointaines. Et les bateaux partent de Texel, un port à côté d'Amsterdam, et se rendent à Batavia. Et il y a un capitaine, dont le nom varie selon les versions de la légende, qui réussit à faire les traversées en 3 mois, alors que tout le monde met 6 mois. Donc dans la réalité, ce qui se passe, c'est que sans doute il influe un peu sa route pour aller chercher les vents bien plus au sud. Dans la légende, il a évidemment passé un pacte avec le diable. Et un jour où il décide de reprendre la mer, un des hommes d'équipage lui le supplie de retarder d'1 journée son voyage, en arguant que c'est un jour de fête religieuse. Et le capitaine refuse en disant « Pâques ou pas Pâques, tempête ou pas tempête, je naviguerai pour l'éternité ». Et donc, il coule au large du cap de Bonne-Espérance et il est puni. Et son équipage aussi. Donc, à continuer de naviguer sur les mers dans un vaisseau fantôme pour l'éternité. Voilà. Il y a d'autres légendes. En Bretagne, on raconte la légende de Baggage-Nose, qui est la barque de la nuit, où effectivement, ce sont les âmes errantes des marins pêcheurs. Là, il s'agit de pêcheurs péris en mer qui ne trouvent pas le repos, puisque noyés, ils ne sont pas enterrés en terre consacrée. Donc ils vont errer sur une barque jusqu'à ce que leur âme soit libérée. Merci beaucoup Nathalie Meyer-Sablé pour toutes ces histoires étonnantes, ces légendes de la mer. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Naufrages et aventures en mer de l'Antiquité à nos jours chez Ouest France et de 3 recueils de contes de la mer publiés chez Glénat. Des contes qui seront bientôt adaptés par une compagnie lyrique au Théâtre de Verre à Paris. Ce sera début 2017. Et je signale également la parution très récente d'un roman, Le fantôme de la Marie Céleste, écrit par l'américaine Valérie Martin. Il est publié chez Albin Michel. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter par exemple La prophétie de Robert Desnos, Azalaïs, la belle troubadour ou encore La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova. La semaine prochaine, encore une histoire de mer et d'aventurier, le sermon de Magellan ou comment au début du XVIe siècle, le grand explorateur portugais, persuadé de connaître une route maritime pour contourner l'Amérique et atteindre les îles des Épices en Asie, va tout faire pour réaliser son rêve, faire le tour du monde. Le serment de Magellan, c'est dimanche prochain donc. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.